cher investisseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler des 6 clauses que tu peux inclure dans ton compromis. Comme tu le sais, le compromis est un document très important car il te permet de t'engager soit à acheter le bien sous certaines caractéristiques ou soit de vendre le bien. C'est un document vraiment très important. Tu peux le signer soit chez une agence immobilière ou soit chez un notaire. Alors, si tu le signes dans une agence immobilière, il faudra vraiment faire très attention que tout soit bien indiqué dessus, car l'agence immobilière, ce qu'elle veut, c'est que tu te dépêches à signer le compromis. Par contre, si c'est chez un notaire, il t'expliquera correctement ce que veut dire le compromis et vraiment les points essentiels. Donc, moi, personnellement, je préfère signer le compromis chez un notaire car c'est vraiment un professionnel, c'est lui qui est le professionnel de la transaction entre l'acheteur et le vendeur. Donc, si je dois te donner un conseil, déjà, signe un compromis chez ton notaire. Donc, c'est parti, on va voir les 6 clauses que tu peux inclure dans ton compromis. La première clause, c'est la clause de suspension de prêt. Cette clause est systématiquement indiquée dans les compromis de vente car elle te permet, si tu as un refus de la banque, de pouvoir annuler cette transaction. Puisque forcément, si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas pouvoir acheter ce bien. Lorsque tu signeras le compromis, tu auras un délai entre 45 jours à 60 jours. Alors bien sûr, tout cela dépend bien sûr de ce qui est indiqué dans le compromis, de ce que tu négocies avec le vendeur ou l'acheteur. Cela dépend de quel côté tu es. Donc tu auras un délai de 45 jours à 60 jours. Si tu tombes pendant la période de Noël et pendant la période des grandes vacances, je te conseille de mettre le délai le plus important. Puisque forcément pendant cette période, les gens partent en vacances. Et du coup, ton dossier sera traité avec beaucoup plus de retard. Puisque si ton banquier part en vacances, à mon avis, il n'y a personne qui reprendra le dossier pour faire les démarches nécessaires pour que tu aies ton prêt. Donc vraiment, prends la période la plus importante. La deuxième clause, c'est d'obtenir une autorisation. Imaginons que je veuille investir dans un terrain et que je veuille faire un immeuble dessus. Pour savoir si vraiment je puisse construire sur ce terrain, il faudra que je demande à la mairie si le terrain est constructible. Donc, il faudra que je me rapproche de cette mairie pour savoir si le terrain est constructible. Si je ne mets pas la clause dans mon compromis, je serai obligée d'acheter ce terrain même si celui-ci n'est pas constructible. Donc, je ne pourrai pas aboutir à mon projet qui est de créer un immeuble sur ce terrain et donc je ne saurais pas quoi faire de ce terrain puisque mon objectif était de créer un immeuble. Donc, si tu as un projet, par exemple, que tu achètes une maison et que tu veuilles, par exemple, ajouter des fenêtres ou faire une extension, il faut que tu demandes une autorisation à la mairie et surtout, indique-le bien dans ton compromis parce que si tu ne l'indiques pas dans ton compromis, il faudra quand même que tu achètes ce bien. La troisième clause, c'est la remise anticipée des clés. Alors, je ne l'ai jamais fait, j'avoue que je ne l'ai jamais fait, mais c'est possible. Alors, souvent, les notaires sont un petit peu réticents face à ça, c'est une question d'assurance. Mais si tu as par exemple des travaux à faire importants, tu peux négocier avec le vendeur pour pouvoir avoir les clés bien avant. Alors, si c'est un particulier, il y a moyen de négocier. Moi, je sais que j'ai manqué d'acheter une maison et j'avais négocié avec la dame pour pouvoir avoir les clés sans rien dire au notaire. Mais bon, bien sûr, il faut faire très attention puisque s'il arrive un accident dans le bien, dans ce cas-là, tu ne seras pas assuré et ça peut devenir un petit peu compliqué. Quatrième clause, c'est la taxe foncière. À chaque fois, lorsque tu passes chez le notaire, on proratise la taxe foncière, mais légalement, ils n'ont pas le droit. Il faut savoir que la taxe foncière
est due par la personne qui est propriétaire du bien au 1er janvier N, donc 1er janvier de l'année. Donc si tu achètes le bien par exemple le 15 avril, et dans ce cas-là, tu n'auras pas à payer la taxe foncière. Donc la taxe foncière n'a pas à être proratisée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu négocies en aval avant de signer le compromis. Et c'est quelque chose qui est légal. Souvent, les notaires ne s'embêtent pas, ils proratisent la taxe foncière, mais ce n'est pas légal. Ils font ça pour s'arranger entre l'acheteur et le vendeur. Mais si tu veux gagner un peu d'argent, tu peux faire en sorte que la taxe foncière ne soit pas proratisée. La 5e clause que tu peux inclure dans ton compromis, et là ça m'énerve puisque c'est un petit peu pareil que la taxe foncière, c'est l'appel de fonds. L'appel de fonds, c'est quand tu achètes un bien en copropriété, c'est-à-dire soit un appartement ou un local commercial. C'est la personne qui est propriétaire du bien au moment de l'appel qui doit payer l'appel de fonds. C'est-à-dire que c'est la personne qui est propriétaire au 1er janvier N, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de l'année. Donc c'est à eux de payer la totalité de l'appel de fonds et non pas un prorata. Souvent les notaires proratisent l'appel de fonds, mais ce n'est pas du tout exact. Il faut savoir qu'un appel de fonds, c'est une facture. Donc lorsqu'il y a une facture, il y a forcément un nom, un propriétaire dessus, et c'est à lui de payer et non à l'acheteur de payer une partie de cette facture. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, les notaires souvent proratisent, mais légalement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, si tu n'as pas encore acheté de bien, que tu souhaites acheter un appartement, surtout fais très attention. Alors, moi, j'ai eu de la chance puisque j'ai acheté un bien dans un syndic bénévole. J'avais pas d'appel de fonds. D'ailleurs, il n'y avait presque pas de facture. Mais j'aurais pu très bien me faire avoir puisque lorsque j'ai acheté ce bien, je ne travaillais pas encore dans l'immobilier, donc je ne savais pas cette loi. Donc vraiment, fais très attention à ça. La 6e clause, c'est le délai du départ du vendeur. Il se peut que tu sois vendeur et que tu souhaites faire une vente longue parce que ta situation ne te permet pas de pouvoir partir dans 3 mois, peu importe pour quelle raison, mais tu peux négocier avec l'acheteur d'avoir une vente longue. Donc souvent une vente se fait en 3 mois, mais tu peux négocier de la faire en 4-5 mois. Alors bien sûr, il faut trouver vraiment l'acheteur qui a un coup de cœur pour ton bien, puisque s'il n'a pas de coup de cœur, si c'est quelque chose qui est à rénover, je ne pense pas que l'acheteur ait envie d'attendre 4 à 5 mois. Après voilà, tout dépend de la situation, tout dépend de l'acheteur. Par contre, dans ce cas-là, l'acheteur, il faudra vraiment que tu mettes une date dans le compromis. C'est-à-dire que si il part dans 4 mois, il faudra que tu indiques la date à laquelle le vendeur doit partir. Et s'il ne part pas à cette date, il faudra qu'il te verse des indemnités. Alors, je t'invite à te rapprocher de ton notaire pour voir tout ça. Mais il faut savoir que c'est possible. Et si tu es dans cette situation, vraiment fais-le. J'espère que cette vidéo t'a plu. Il me semblait vraiment important de pouvoir t'aiguiller par rapport aux clauses que tu peux inclure dans ton compromis. Parce que je trouve que un compromis, c'est vraiment un document très difficile à comprendre lorsque c'est ton premier achat. Moi, je dois bien t'avouer que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce document. Mais c'est vraiment un document très important qui ne doit pas être signé à la va-vite. Il faut vraiment que tu comprennes à quoi il correspond. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager à un grand nombre de personnes. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!